Caroline Bismuth-Erdour, je présente en 2 secondes, donc coprésidente de Silencio depuis. Tu es arrivée chez Silencio, je crois, en 2005. Ouais. Donc Silencio est une société qui travaille beaucoup sur la distribution salle, mais aussi sur les séries en termes, alors assez sur tous les outils de communication. Hein, ça peut aller de faire une affiche jusqu'à de toute la communication, stratégie, marketing, réseaux sociaux, etc. Et ça, vous le faites donc sur des grosses sorties américaines, type Vice Versa 2, Moussafa, etc. Là, cette année, on va en parler, le Comte de Monte Cristo, en fanfare, hein, et d'autres, ça tu en parleras, mais aussi sur des séries, hein, notamment je pense à Disney+, et on va en parler, Becoming Karl Lagerfeld, donc grande spécialiste, hein, donc je vais te poser tout de suite des questions un peu aussi sur peut-être une vue un peu historique, et Bruno Naon, je crois que beaucoup dans la salle te connaissent, producteur de cinéma et audiovisuel d'ailleurs, tu étais au collectif Zadig pendant un certain temps, unité depuis 2013, je crois. Cette année, évidemment, entre Rematch, Suleiman et DJ Mehdi. Tout à l'heure, on avait un slide Bruno Naon, hein, il y avait DJ Mehdi et Rematch dans les séries qui ont très bien fonctionné cette année et qui vont aller à l'international. Évidemment, Tapi, l'histoire de Suleiman, on en a parlé aussi tout à l'heure, plus de 525 000, je crois, un mercredi d'entrée et une belle carrière internationale qui devrait suivre. Toi, tu travailles aussi beaucoup avec les distributeurs sur ces aspects de communication, notamment, on en a commencé à parler aussi beaucoup autour de DJ Mehdi. Donc, mais évidemment, j'imagine Rematch, c'est une autre affaire, c'est très différent de travailler avec Arte, j'imagine, sur DJ Mehdi, ou encore Suleiman, Pyramide, qui est un autre type de distributeur. Donc, voilà, tout ça, on peut peut-être aller un peu dans le concret et ça va nous sortir à la fois des chiffres, on va y aller un peu dans les réseaux sociaux qui quand même nous préoccupent beaucoup. J'ai vu que déjà là, on a tout cet après-midi, il y a eu déjà pas mal de retours sur notre après-midi, par exemple sur les réseaux sociaux. Ça va vite et comme on le sait aussi, on maîtrise pas toujours tout. Ça, on va voir. Donc Caroline, peut-être juste donc ça fait quand même assez longtemps, tu as un peu disons un peu de temps sur cette expérience-là aussi, parce qu'il y avait avant Covid, il y avait le début, il y avait la France d'abord, l'international. Voilà. Et maintenant, post-Covid, où tout d'un coup, ça a quand même explosé peut-être autrement. Si tu devais faire un peu, quelques grands bouleversements qu'ont connus du aussi marketing. Du marketing, et notamment en vue avec ces réseaux sociaux, peut-être pour commencer. Alors, moi j'ai commencé en 2005, donc il n'y avait pas de réseaux sociaux, puisqu'ils sont arrivés autour des années 2010. Donc ça, c'était déjà un premier pan, donc un marketing complètement différent de 2005 à 2010, où l'affiche et la bande-annonce étaient vraiment les 2 assets promotionnels clés. D'ailleurs, on est très contents d'avoir fait l'affiche de Suleiman ensemble. Voilà. Mais, donc ça, c'était les années 2005-2010. Ensuite, les réseaux sont arrivés. Et les premières années des réseaux sociaux, c'était un peu dur. Parce que donc moi j'étais plutôt jeune à l'époque, donc je portais le digital chez Silencio et mes interlocuteurs ne comprenaient pas de quoi je parlais. Donc les premières années des réseaux sociaux ont été un peu particulières, où il a fallu un peu se défendre ce nouveau territoire et essayer de lui permettre de s'exprimer et d'être compris par les distributeurs et surtout par les réalisateurs, les talents, avec une grande défiance pour les réseaux sociaux. Donc ça a été les premières années, disons. Et ensuite, aujourd'hui, c'est vrai que le marketing a beaucoup bougé, puisque les réseaux sociaux maintenant sont, une source d'attention énorme pour les talents, les réalisateurs, les producteurs, et qui cristallise énormément de choses. Et donc, on se retrouve avec des campagnes réseaux sociaux de plus en plus riches, des attentes de plus en plus importantes. On a eu, disons, entre 2015 et 2020, parfois un peu d'incompréhension sur les réseaux sociaux, sur le digital. On nous demandait du buzz tous les matins. Je pense que c'est passé. Mais donc aujourd'hui, on est à une phase un peu de compréhension un peu plus large et plus globale par nous tous de comment ça fonctionne, mais aussi de notre incapacité parfois à tout prévoir. Et
Et donc voilà, donc aujourd'hui les réseaux sociaux sont très très riches et sont vraiment une source d'attention très très importante. Donc on va produire beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux. Donc on est passé vraiment d'un marketing focus sur 2 assets, bande-annonce, affiche, décliné derrière à toutes les sauces, à un marketing pluriformat avec sur Monte Cristo 130 assets pour les réseaux sociaux. Donc ça a énormément changé en termes de production, même chez nous. Ça a changé beaucoup nos métiers et nos façons de faire. Et ça a changé le storytelling. Donc voilà, et l'attention sur le storytelling. Et quand on fait des affiches, ça impacte aussi. C'est-à-dire que l'affiche ne doit plus résumer tout le film en une image, parce que tout le plan média allait reposer quasiment sur un plan d'affichage. Maintenant, c'est différent. Il y a les réseaux sociaux pour raconter plein de choses. Donc ça fait bouger un peu les autres assets, et ça va faire bouger, je pense, dans le temps encore plus l'importance des autres contenus et la façon dont les réseaux sociaux peuvent venir fragmenter des messages et raconter d'autres histoires. Donc Bruno, les réseaux sociaux, ils sont arrivés depuis longtemps dans la conception, quand tu penses à stratégie, et surtout aussi à quel moment en fait ils arrivent chez toi? Alors il y a le numérique et il y a les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs, on ne peut pas tout mettre sur le même plan. C'est une prise de conscience en fait. C'est-à-dire que, alors il y a aussi la question, qu'est-ce que le producteur a à faire là-dedans? Parce que normalement, c'est le domaine réservé, en termes présidentiels, du distributeur, salle, ou du vendeur international, même si lui n'a pas à le faire parce qu'il ne s'adresse pas directement aux spectateurs de chaque pays, en tout cas quand il s'agit d'audiovisuel. Donc c'est vrai que moi, j'ai souvent été assez frustré en tant que producteur de voir mes partenaires distributeurs sentir qu'il y a quelque chose profondément de l'essence même du digital qui leur échappe. Et le sentiment d'être toujours derrière et non pas devant. Avec une déclinaison du combo affiche, bande-annonce, achat d'espace, pavé à la une du Monde, etc., avec des petites diffs dans le panachage, mais rien de fondamental. Et donc, à un moment, bon, on n'est pas maître de notre destin. Et puis, là aussi, il faut regarder ce qui se passe à l'étranger, et notamment ce qu'ont fait les réseaux, ce qu'ont fait les plateformes. Et des boîtes comme A24, qui sont passées, je crois, à 100% de digital pour des sorties de films, ça change le game total, quoi. C'est-à-dire que je me suis souvent, moi, retrouvé face à des distributeurs en leur demandant « j'ai pas besoin d'affiches ». Mais alors là, c'est du tabou absolu, parce que la colonne, parce que les mâts, et donc ça les déstabilise en fait. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts à plein de choses, mais ils préfèrent emprunter le même chemin avec des petites inclinaisons plutôt qu'ouvrir véritablement et de risquer. Et ce n'est pas des gros risques, parce que je pense en plus que ça coûte moins cher. Je pense que si on décide de faire du numérique seulement, ça dépend de la typologie des films, évidemment. En tout cas, pour DJ Mehdi, comme pour Souleymane, le truc est simple. C'est qu'on part avec des programmes qui sont losers sur le papier. D'accord ? C'est-à-dire que DJ Mehdi, toutes les chaînes ont leur refusé, et les plateformes, parce que c'est niche. Donc, on finit par le faire avec Arte Web, et non pas Arte Antenne, donc avec encore moins de moyens. Donc là, on est face à des gens qui disent « je ne connais pas DJ Mehdi, donc comment voulez-vous que le public s'y accroche ?» Ok ? Et Souleymane, alors là, c'est pas pire, mais on est face à avec les mots-clés qui font le plus peur dans le cinéma,
c'est-à-dire migrants, personnages d'origine africaine, qui portent le film à l'affiche, et ça marche jamais, et tous les sujets dits africains ou reliés à ça ne marchent jamais, etc. etc. Donc, là-dessus, il y a une réponse, une tentative. C'est d'abord de faire les œuvres les plus fortes et sidérantes possibles, parce que c'est quand même ça qu'on a pour nous en France. Et pour moi, il y a de plus en plus de goût du public pour les programmes français. Et je le relie d'ailleurs au hip-hop. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui n'écoutent quasiment plus du hip-hop américain. Tout l'univers musical est porté et désiré par la musique française et le hip-hop en français. Donc, avec ce qui se passe à Hollywood, je ne parle pas de ce qui se passe récemment, malheureusement, mais la production qui a chuté depuis la grève, et même un peu avant, plus ce qu'ont amené les plateformes, c'est-à-dire une abolition des frontières, tout le monde a sa chance. On a vraiment notre chance. Donc, ce qu'on a fait pour DJ Mehdi, c'est de dire, on sait ce qu'on a comme série, il faut que tout d'un coup, sur un événement, à 2 jours de la mise en onde, entre guillemets, ou de la mise en ligne, on concentre le maximum de bruit en temps réel sur un événement. Un événement assez gros, donc c'était une avant-première au Grand Rex, avec un line-up d'artistes et d'invités absolument dingos, qui sont tous venus. Mais ce qui était complexe, c'était que c'est un événement cher. Et Arte ne peut pas se le permettre. Et c'est là où, avec le coproducteur 360 Creative, qui a un pied aussi dans la création graphique et des marques, Carhartt et Adidas ont cofinancé la soirée. Parce que pour eux, DJ Mehdi, c'était quelque chose qui est automatiquement, qui évoque plein de choses, pour eux, et en affinité. Et donc, on a eu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la prise de risque d'un service public, Arte, qui nous a suivis sur cette série, sachant que les cultures urbaines sont assez, sauf quand il s'agit de gros noms, sont assez absents des antennes en général. Et puis, le fait d'avoir 2 marques du secteur privé, donc on a conjugué ça, et à partir de là, et on a décidé de montrer 6 épisodes, avec aussi beaucoup de présence de nos caméras pour immédiatement nourrir les réseaux et faire partir d'un truc qui a une notoriété proche de 0, en une soirée, faire complètement péter le score. Et donc après, on savait que la série... Enfin, on savait. Je ne m'imaginais pas que la série allait à ce point devenir un phénomène culturel. Je pensais qu'elle allait parler à plein de gens, mais pas à ce point. Pas à ce point. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir concentré... Voilà, ça reste pas cher non plus. Parce qu'une soirée de ce type-là, c'est 40, 50 000 euros. Pour faire partir un projet de cet ordre-là, c'est pas cher. Pour Suleiman, c'était autre chose. J'ai voulu là prendre un peu plus la main avec le distributeur et de dire c'est un thriller qu'il faut absolument vendre aux spectateurs. Et c'est un thriller avec cette particularité aussi qui est un thriller dit de gauche. C'est-à-dire qu'une façon d'assumer aussi ce sujet, on savait aussi à qui on pouvait réellement parler. Les gens investis, les gens engagés, les jeunes dans les facultés qui sont à différents endroits d'humanité, d'études, engagés dans la cité. Et puis, on sait après que le film va faire son boulot et que le fait de coller les gens sur leur siège va propager le bouche à oreille. Mais en tout cas, on a travaillé bande-annonce, affiche comme le truc le plus simple et impactant possible, quasiment une affiche des frères Safdie, parce que c'était ce qu'on voulait aussi, etc., etc. Et c'est d'ailleurs, sans connaître Silencio, on ne se connaît pas, c'est nous qui avons préféré travailler avec eux, alors que le distributeur était prêt à le faire in-house, c'est-à-dire l'affiche, et nous on s'est dit non, d'un côté hands-on, pour
bastonner un truc, et de l'autre côté, vous, sans qu'on ait un lien directement, mais c'est avec Eric et Roxane que vous avez travaillé, et voilà, et on a pu ensuite, par affinité, aller travailler sur les réseaux sociaux, vraiment nos mots-clés, nos publics cibles le plus fin possible. Et ensuite faire en sorte que le mot se passe, et là on rentre dans un cadre plus classique de film d'auteur qui a été repéré à Cannes, etc. etc. Donc, ciblage public, donc ça veut dire qu'il faut produire, Caroline, pour chaque public, la manière de lui parler sur les réseaux sociaux aussi. Donc, ça, 130 modules là, sur Monte Cristo. C'est ça la clé. Ça peut être ça. En fait, ça dépend du film. Si le film s'adresse à des cibles assez distinctes et qui ont des attentes différentes, alors oui, le digital le permet, ce serait dommage de s'en priver. Donc oui, on va travailler sur des communautés différentes qui vont avoir des attentes différentes. Sur Monte Cristo, c'est pas complètement ça qui fait qu'on a eu beaucoup d'assets, mais c'est qu'on avait beaucoup de gens à convaincre, qu'on avait beaucoup de temps de communication et qu'il fallait que le film marche beaucoup. Donc on a eu une stratégie de fragmentation des messages et de répétition. Donc il fallait vraiment qu'on fasse de ce film un événement. Il fallait qu'on ait notre pic médiatique dont vous parliez juste avant. Et je crois beaucoup au pic, moi. Et je crois beaucoup au marketing qui se fait aussi en dernière ligne droite maintenant que l'offre est si pléthorique partout. Et donc c'était ça aussi, c'était d'être, j'utilise une expression un peu familière, mais de tabasser vraiment le marketing en dernière ligne droite, d'être extrêmement fort pour émerger, parce que sinon on n'existe pas, même quand on est Monte Cristo et qu'il y a plein d'autres sorties, il faut être très très fort. Donc oui, et puis après ça dépend des films. Il y a des films sur lesquels voilà, on a vraiment des messages fragmentés, ou même des films Disney, parents, enfants, des films Pixar sur lesquels on va aller chercher les millennials. Donc là aussi on va travailler un peu différemment selon les publics. Et j'ai un peu regardé sur Monte Cristo parce que Monte Cristo, Pierre Ninet a fait une campagne quand même, il vous a beaucoup soutenu et il est très connu sur les réseaux sociaux par notamment aussi les jeunes. J'ai un peu demandé, j'ai eu une réponse notamment du Canada dans la distribution. C'est Sphère qui a distribué le film, qui a très bien marché au Québec. Et ils m'ont dit qu'effectivement, alors vous ne l'aviez pas cherché, mais finalement eux sont allés chercher votre communication sur les réseaux sociaux et ils s'en sont servis aussi. Bon, c'est francophone, hein, donc c'est facile. Vous, par exemple, alors donc, d'un côté Pierre Ninet, mais aussi quelle est l'internationalisation derrière, en fait, dans votre approche? Est-ce qu'elle est toujours là ou elle est en fonction aussi, évidemment, du distributeur qui vous le demande? Quand on travaille sur les films, on travaille jamais pour l'international aujourd'hui. Quand on travaille sur les films français, on travaille toujours pour le public local, que ce soit pour Monte Cristo ou Emilia Pérez, pour lesquels nos contenus ont été utilisés, comme vous le disiez. Emilia Pérez encore plus, sur énormément de territoires. On a envoyé nos contenus après en version internationale pour qu'ils soient vraiment utilisés pour toute la com. Donc, mais c'était pas une demande de Pathé, qui est le distributeur. Et nous, on travaille pour Pathé. Voilà. Donc Pathé nous demande des stratégies de sortie locale. Et des stratégies, donc vraiment je réutilise ce mot parce que c'est ça dont il s'agit sur les réseaux sociaux, de storytelling, raconter cette histoire différemment, puisque la bande-annonce n'est plus l'asset clé et que les gens ne regardent pas 2 minutes et que ça ne leur suffit pas et qu'il faut leur montrer autre chose et en fragmentant les messages. Donc c'est ces stratégies-là qu'on fait pour les territoires français mais qui peuvent être appliquées à d'autres territoires. Donc sur les films, non, on pense toujours France et parfois c'est utilisé à l'international. Sur les séries, on peut penser international. Et d'ailleurs, on travaille aussi sur Lucky Luke, dont on vient de shooter les contenus pour Disney Plus et France Télé. Mais donc là, on va penser quand même des campagnes internationales avec des marqueurs français et internationaux. Et ça vaut sur d'autres séries comme Merteuil, pour Max, etc. Où là, quand on réfléchit au contenu, on a la dimension toujours internationale en tête. Et Becoming Karl Lagerfeld aussi. Bruno, par exemple, sur DJ Mehdi, alors vous avez eu l'impact de cette soirée, y compris sur les réseaux, parce que je crois que c'est là où on en a énormément parlé quand même. Vous avez eu un retour sur l'international ou finalement c'était vraiment franco-français? Non, ça s'est fait au fur et à mesure, mais par la nébuleuse, l'international musical. La musique est très inspirante, notamment aussi par les ponts. Et il n'y a pas de problème d'identité dans la musique. Il n'y a pas de... Voilà, tout ce qui peut occuper le débat aujourd'hui sur les légitimités de raconter des histoires, etc., etc. Dans la musique,
Il y a quelque chose de beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide. Donc, les pré-teasers avaient été très bien foutus et avaient été envoyés dans la nébuleuse French Touch Electro. Et à un moment, Drake, sur une autre identité qui n'est pas le Drake, il a deux identités. L'autre est puissante aussi. A reposté à 30 secondes sur DJ Mehdi. Donc, ceux qui savaient que ça, c'était le compte un peu perso de Drake, déjà, ils sont devenus fous, quoi. En disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et après, il y a eu quelques grands artistes américains, notamment Kid Cudi, qui nous a demandé des liens. On lui a envoyé et il est devenu fou du truc à tel point qu'il est venu en France même enregistrer des choses, etc., etc. Donc ça a été incroyable. Là où on a plus de mal, parce qu'on est ici pour l'export, c'est l'incompréhension, et c'est pas l'incompréhension, c'est l'inconfort des distributeurs français de programmes audiovisuels à essayer de vendre cette série à l'international. Et ça m'a véritablement étonné. C'est-à-dire que on voit, et on en a parlé, toi et moi, Daniela, que c'est vraiment dans le monde anglo-saxon où ils savent et où il y a des distributeurs spécialisés ou même pas spécialisés. Mais en France, ils savent pas, c'est-à-dire en disant « Ah mais oui, mais si ça parle de hip-hop français au début, comment ensuite ?» Et beaucoup de gens à l'international, d'abord, sont branchés en VPN, de malades. Donc on avait des messages sur les réseaux du Japon, des États-Unis, d'Amérique du Sud, etc., etc. Et jusqu'à aujourd'hui, la série n'a pas de distributeur à l'international. Ce qui est insensé, véritablement. Parce qu'elle propose un récit qui est universel et où des gens à l'étranger n'ont aucun problème à la suivre. Et en plus, on peut adapter avec différents formats ou une voix, par exemple, qui peut prendre en charge plus de choses, une voix très connue, etc. etc. Donc, les chiffres sont là, tout était là, la qualité de la série, son exécution, tout est... Il y avait, voilà, pas grand-chose. Il y avait des choses à faire, mais pas grand-chose non plus. Bon, appel aux vendeurs dans la salle. Non, même pas. Non, mais c'est un peu triste, en fait. Donc, le buzz ne fait pas tout. C'est... En même temps, toi, tu as quand même, par exemple, Lançon Rematch ou Tapi, même avec... il y a une vraie différence dans l'approche très tôt, de l'approche marketing, quand on travaille avec un streamer. Sur Netflix, c'est... Il faut bien séparer la question des moyens de la question de l'intention. Netflix travaille très tôt avec des moyens et des personnes dédiées, mais c'est aussi une façon, c'est juste très tôt de penser la chose et de penser une stratégie. Maintenant, c'est souvent un mot stratégie. On pose la question. Très peu nombreux sont nos partenaires ou les distributeurs qui en ont une véritable. Parce que sinon, c'est un mot assez fourre-tout. Oui, on veut toucher tout le monde. Oui, notre stratégie, c'est... Et souvent, il n'y en a pas une spécifique. Évidemment, avec une stratégie, il y a une prise de risque. Et donc, pour ne pas prendre trop de risques, cette notion de stratégie est assez floue. Or, je trouve que le fait que maintenant, le numérique est vraiment rentré, ça fait partie de nos vies, on peut véritablement travailler des cibles les plus fines possibles et tenter de les additionner. Encore faut-il avoir le courage de les identifier. Il faut véritablement dire et être de bonne foi et en transparence, voilà ce que j'ai fait, ça ne va pas plaire aux plus de 40 ans, aux jeunes de moins de 12 ans, etc., etc. Maintenant, il y a des exceptions et il y a des belles aventures. Mehdi, par exemple, oui, je ne pensais pas que le monde, par exemple, du documentaire d'auteur allait à ce point kiffer. Je ne pensais pas que des gens de 70 ans allaient la binger. Voilà, c'est arrivé. C'est arrivé. Ça a consacré aussi Arte comme plateforme. Et après, Arte est très fort
là-dessus parce qu'ils existent aussi par le numérique. Mais c'est vrai que Netflix m'a beaucoup, moi, appris dans cette attitude de se dire que rien n'est au hasard et ce n'est pas une question de moyens. On peut avoir 1 million de budget ou 20 000. C'est juste penser la chose et être honnête vis-à-vis de ce qu'on a fait. Ça, tout à l'heure, tu disais aussi que quand même, c'est forcément dans la reprise des figures, notamment artistes musique, etc., que DJ Mehdi a cartonné. Wallet me disait en préparation, parce qu'on va quand même le citer, que ce qui pour lui est arrivé, notamment post-Covid, c'est la stratégie influenceur, et comment on gère les influenceurs et à quel moment. Je sais que chez Unifrance, dans tous nos posts, etc., dès qu'on a un cross-post d'un artiste, je pense à Carla Sofia Cascon, donc Emilia Perez, qui cross-poste de temps à autre une de nos communications. Ça explose direct derrière parce que forcément, elle a ses fans qui relikent. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, vous prenez tout de suite en compte dès le départ? Et on parlait aussi de Pierre Ninet, qui lui a déjà, je ne sais pas combien de followers. Voilà, ça aide, j'imagine. Oui. Et comment on travaille avec des influenceurs, en fait, aussi aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on scinde un peu deux types de leaders d'opinion, si on veut se dire. En gros, les comédiens, qui sont les premiers influenceurs, donc leaders d'opinion des projets, les talents impliqués sur les projets, et puis après, des influenceurs externes. Donc les leaders d'opinion, c'est la première brique qu'on active depuis longtemps maintenant, mais de mieux en mieux. Et Pierre Ninet est un exemple unique. Et c'est effectivement comment est-ce qu'avec les talents sur un film, une série, on peut construire une stratégie de sortie où ils auront des choses intéressantes à raconter, qui vont plaire à leur audience et qui vont, ça c'est le Graal, s'approprier pour les rendre personnels. Et c'est ce qu'a réussi à faire Pierre Ninet. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec une stratégie de ce qu'on avait envie de raconter, la façon dont on l'imaginait. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui, il a dit super, je réfléchis, et il est revenu, il a transformé chacune de nos idées pour qu'elles lui correspondent. Et que du coup derrière, quand il allait la tourner, qu'on allait lui faire tourner les choses, etc., ou qu'il allait intervenir sur des événements, etc., ça allait lui ressembler. Donc ça allait plaire à son audience qui allait trouver et voir que c'était sincère et que ça lui était très personnel et intime. Donc ça, c'est la première chose. Et lui, c'est vrai que c'est l'exemple parfait. Et puis certains ont peur des réseaux sociaux, donc selon les films, on ne peut pas miser autant sur les leaders d'opinion. Et donc on complète ou on remplace parfois le marketing des talents avec du marketing d'autres leaders d'opinion. Maintenant, souvent quand même, on complète, quoi qu'il arrive. Et nous, notre vision sur tout ce qui va être influence, c'est de dire, je veux surtout, moi c'est ce que je dis à mes équipes toute la journée, je veux surtout pas qu'on dise à une personne de dire quelque chose. Alors ça, je préfère arrêter et qu'on ne fasse pas d'influence. Je veux au contraire qu'on trouve une personne qui va être sincère avec le projet, qui va aimer le projet qu'on va lui montrer, que ce soit une série ou un film ou un spectacle, voilà, et qui va avoir quelque chose d'intéressant à raconter. Et c'est là que son audience va comprendre et c'est là qu'il y aura un impact et qu'il y aura un pouvoir d'influence. Si on dit à quelqu'un de dire qu'il a aimé un film, ça ne transformera pas. Personne ne viendra en salle. Si on Par exemple, là, on a fait une opération particulière pour Baby Girl, qui est le film avec Nicole Kidman, qui parle de sexualité féminine, de domination, etc. On a été voir une influenceuse qui parle de sujets de sexualité, qui s'appelle le CUNU, qui est formidable si vous ne la connaissez pas, et qui est aussi coordinatrice d'intimité sur des tournages, donc qui sait très bien de quoi on parle, et qui a adoré le film et les sujets de sexualité que ça a traité, qui était très unique. Donc elle a fait des sujets, elle a vu le film avec nous, elle est venue à l'avant-première, on a parlé avec elle des propos du film, de la réalisatrice, elle a vu le dossier de presse, etc., etc. Et elle a raconté quelque chose à sa communauté qui lui était personnelle et comment ce film venait mettre en lumière des sujets qui étaient importants sur l'ouverture de la sexualité féminine notamment. Donc ça, c'est des choses qu'on aime parce que là, il y a un vrai propos. Il y a quelqu'un qui vient enrichir notre propos pour aller chercher des communautés complémentaires ou des niches en l'occurrence et leur donner envie avec de la sincérité. Là, on peut investir parce que ça coûte quand même. Hein. Nous, on a un festival qui s'appelle My Meta Stories. Alors nous, pour l'instant, ça nous coûte. Hein. Ouais, ça coûte pas. Alors on est sur de la micro-influence ici.
Ça coûte pas beaucoup. Et on a fait d'autres choses là sur Almodovar aussi, avec des comptes cinéphiles qui ont fait aussi des très beaux contenus, des choses très intéressantes à raconter sur la filmographie d'Almodovar et tout ça. Revisiter, apporter un nouveau regard que ce qu'on aurait pu raconter nous-mêmes. Ça coûte pas toujours. Après, il y a des grosses Moi, je confirme, ça coûte pas. Nous, ce qu'on a fait sur l'histoire de Souleymane, non, vraiment, c'est de se dire, il y a toute une partie de comptes de responsables politiques et de grosses associations avec des gens impliqués, très connus du public, qui ont un nombre d'abonnés absolument sidérant. Sidérant. Tout notre truc, ça a été de mettre le film dans leurs mains. Et après, ils en ont parlé. Et là, c'est énorme. C'est-à-dire des responsables politiques de tous bords. C'est pour ça que j'ai dit au début, bon, c'est vrai que la gauche plurielle, dans toutes ses composantes, a été, on l'a clairement identifié en disant, ce sont des relais d'opinion et ça coûte 0. Ça coûte 0, mais parce qu'on a un film qui, profondément, sincèrement, est aligné avec ça, qui dit quelque chose sur aujourd'hui, qui le dit avec le plus d'intégrité possible, le plus de cinéma possible. Il avait été aussi lancé à Cannes. Et donc, n'ayant pas les moyens ni de Pathé, ni d'autres, ou de Netflix, il a fallu qu'on trouve des façons intelligentes et peu coûteuses et cohérentes en termes éditoriaux de faire parler du film au-delà d'une cible cinéphile. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a eu des tweets, des posts. On dit toujours tweet sur X? Comment on dit? Parce que ça vient de Twitter. Tiens, je ne me t'ai jamais posé la question. Et on a eu, oui, beaucoup de relais qui ont vraiment eu un impact sur la fréquentation du film. Ça dépend de l'expérience aussi. Par exemple, sur L'Amour Ouf, on a fait aussi, et même sur Monte Cristo, ce qu'on appelle une watch party, projet événementiel avec TikTok. Voilà, on a seulement payé le distributeur a seulement payé la salle et fait venir les talents. Et là, donc, il y avait quelque chose d'intéressant parce qu'il y avait un échange sur l'un avec Pierre Ninet, sur l'autre avec François Civil et Adèle. Des TikTokers très influents étaient présents dans la salle et étaient invités à un événement sur mesure pour eux. Et derrière, il y a eu plus de 10 millions de vues pour l'un et pour l'autre, générés gratuitement, 25 posts de 25 influenceurs différents. Donc, ça dépend aussi de ce qu'on a à offrir. Si on n'a rien à offrir, c'est toujours pareil. Si je demande à quelqu'un de dire ce que je veux qu'il dise, comme je veux qu'il le dise, au moment où je lui demande, ça va me coûter très cher. Si j'échange avec quelqu'un et je lui offre une expérience où on échange intellectuellement, créativement sur les projets et sur l'intérêt que cette personne porte pour le projet, alors les tarifs deviennent nuls ou très très peu importants. Je vais peut-être poser la question s'il y a des questions dans la salle. Oui, j'ai une réunion parents-prof. Avant que déjà. tu partes, alors attends, déjà, est-ce qu'il y a une question? Non, en vrai, déjà, j'ai histoire géo et français, je les ai ratés. Je voudrais quand même, peut-être avant que j'ouvre, Caroline, tu répondras. Quand même, là, on parle de X, on parle de TikTok. Demain, on parle de Zuckerberg, de Meta, Instagram et autres, et même notre Threads là est quand même dans le sillon. Pas de réseau social européen. Est-ce que ça va nous poser un problème demain? Voilà, avant de partir. Après, c'est une vraie question. Si le danger n'était que là, le danger en France, c'est 2027. C'est ce qui va se passer aussi dans ce pays. C'est ce qui est en train de monter. Il faut tous aussi qu'on soit conscients de ça et que moi, j'y pense tous les jours. Parce qu'on a un système tellement extraordinaire qui a été le fruit aussi de luttes, de négociations, mais où l'État, et on est ici dans l'antre même, et où l'État a organisé le marché, et on a une part de marché aujourd'hui exceptionnelle du cinéma français. C'est 45-48% sur les entrées. On est à un moment où, ça y est, Hollywood laisse la place. Et donc, ça serait tellement dommage. Et on a vu aussi que grâce à ce qui a été entrepris pendant le Covid, on a maintenu le tissu artistique, industriel, de ressources humaines, ce qui fait que quand c'est reparti, on était là et on est bon, on a bien travaillé. En vrai, il faut se le dire, en 2024, on a bien bossé, quoi. Les chiffres sont là.
Ça marche, les jours de tournage explosent. Et les entrées pour les films français et le goût du public pour les séries et les films français. Je ne sais pas si... C'est peut-être une vue de l'esprit, je ne sais pas. En cinéma, ça c'est sûr qu'on le voit avec une statistique très claire. Les séries américaines, Manuel le disait, c'est fini, c'est un truc de ouf. Non mais c'est fou ce qui est en train de se passer. C'est vraiment fou. Comment ? Non, et c'est pas une blague. Donc, je pense qu'il faut finir la journée là-dessus, les amis. C'est que il y a une demande du public pour nos productions dans notre langue ou dans d'autres langues, mais qui viennent de chez nous. Le niveau a considérablement augmenté de nos réalisateurs, de nos scénaristes. Et je le vois aussi au niveau des blockbusters. Les blockbusters aujourd'hui en France sont bons. Sont bons. Avant, on était là un peu, ouais, c'est un peu là, les blockbusters, ça marche, mais les grands films populaires français sont bons. Le niveau est monté, tout est monté en fait. Donc voilà, et donc ce qui se passe sur les réseaux, etc. On va trouver des moyens parce on est ce pays-là aussi qui trouvons des moyens non-stop, qui nous adaptons perpétuellement, avec une idée, effectivement, d'une présence de l'État dans l'économie et de quelque chose qui est gagnant-gagnant et qui marche et qui est épanouissant. Bon, je crois que c'est une telle belle conclusion. Il n'y a rien à ajouter. Merci beaucoup, Bruno. Tu peux y aller. Quand même, s'il y a une question, je ne sais pas, après ça, mais en tout cas, tu nous as bien mis, je crois, tu nous as bien dit... Caroline, tu voudrais ajouter quelque chose ? Non, moi j'avais une réponse hyper pessimiste sur cette histoire de réseau, donc je ne vais pas vous la donner. Tu la donneras en privé. C'était sur cette note joyeuse. Monsieur, je regarde Monsieur le Président qui me dit c'est tellement bien, en fait, Bruno, merci. Ça, c'est pile à l'heure en plus. Et je vous rappelle qu'il y a un cocktail en haut pour tout le monde, parce qu'il est vrai qu'on a entendu toutes sortes de chiffres aujourd'hui. Mais je reprends ce que Bruno vient de dire, hein, cette créativité de la France qui sait faire, qui sait répondre et qui saura répondre dans le futur. Partons là-dessus. Demain, commence nos rendez-vous. On a nos 500 acheteurs qui sont là, nos 120 journalistes qui arrivent samedi. Nous, on est prêts, hein, je crois. Unifrance, je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe Unifrance, non seulement évidemment pour aujourd'hui, mais pour tous les rendez-vous et tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Et le CNC, encore une fois, merci pour votre accueil aujourd'hui. C'est toujours agréable d'être dans cette salle. Et sur ce, je vous invite de nous rejoindre en haut. Et vous pouvez, je crois que tu restes un peu avec nous encore là-haut, donc vous pouvez aussi poser vos questions, car je crois que c'est un débat important et qu'on n'a pas fini de parler des réseaux sociaux dans tout, voilà, de leur univers. Merci beaucoup, merci et bon rendez-vous.